Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, mon top 10 des actions pour PEA en 2024. Comme d'habitude, avant de commencer, je voulais vous remercier. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Pareil sur le club des investisseurs rationnels. Si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez bénéficier de cette communauté, de mes ordres d'achat, de vente, de mes formations, etc., et ben vous avez le lien en description. C'est sans engagement. Vous pouvez résilier quand vous le souhaitez. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et ma stratégie d'investissement. D'ailleurs, il y a eu des petits changements sur ma stratégie d'investissement. J'ai rajouté, vous le verrez, c'est les deux dernières actions de la vidéo. J'ai rajouté deux actions entre guillemets qui peuvent potentiellement surperformer, mais aussi qui comportent plus de risques. Donc, je vous le rappelle, je ne fais pas de conseils en investissement, c'est vraiment ma stratégie personnelle. On va faire une petite expérience. Est-ce que je peux vous demander de mettre en commentaire vos top 3 actions pour 2024 sur PEA? J'en ferai une vidéo, donc le but c'est qu'il y ait un maximum de gens qui répondent à cette petite question. Donc voilà, votre top 3 actions PEA pour 2024 et s'il y a des raisons particulières, pourquoi est-ce que vous avez choisi telle ou telle action. Et on va commencer avec notre première action par ASML, je pense que vous êtes nombreux à la connaître. On en parle depuis les 550 € sur la chaîne. Bon, ça date à peu près de la création de la chaîne, donc c'est une des premières actions qu'on avait évoquées. Et pour moi, ASML, elle revient dans une zone de valorisation qui est plutôt correcte, qui est plutôt saine. Donc ASML, on est sur le milieu, le secteur des semi-conducteurs. ASML, c'est un petit peu finalement l'outil qui permet à d'autres entreprises de créer finalement ces semi-conducteurs. On revient là pour moi sur des zones de valorisation qui commencent à redevenir un petit peu rationnelles. Du moins elle a déjà bien remonté, mais autour des 680, on était sur des zones qui commençaient à m'intéresser personnellement, avec un PEG qui était en dessous de 1,5. Là on est retourné à des PEG un petit peu plus élevés, Vous voyez, on est déjà à 780 €. On a repris 100 € depuis ma première zone d'achat, depuis la première zone d'achat qu'on avait évoquée sur le club des investisseurs rationnels. Donc on a déjà beaucoup repris. Alors attention, pour moi on reste sur une tendance baissière, je vous montre ça juste après. Il faudrait qu'on ait des indicateurs de réelle reprise. On a quand même eu un beau crash là sur la tech ces derniers jours. Donc ça reste à surveiller. Mais globalement pour ASML, on a une rentabilité qui est exceptionnelle. On a du cash, comme je vous le dis à chaque fois, cash is king. On est quand même un petit peu endetté, mais on a plus de cash que de dette. Et en période de crise, le cash fait toute la différence. On a une rentabilité, donc vous voyez, on investit de l'argent, ça nous coûte de l'argent, donc c'est ce qui est en rouge sur le graphique, mais on a un retour sur ces investissements, et donc ce retour sur investissement est plus élevé que le coût des investissements, donc on se retrouve avec une rentabilité des capitaux investis qui est très bonne. C'est rare d'avoir ce genre de données. Bon, on est sur de la tech, donc effectivement la tech est encore très rentable. Donc voilà. Voilà pour ASML. On a un dividende qui est maîtrisé avec un payout de 36%. Donc voilà. Pour moi, il ne faut pas forcément aller au-dessus. Et surtout un dividende qui augmente de façon assez impressionnante. Si on regarde sur Morning, vous voyez que la croissance du dividende sur 5 ans, elle est de 30% par an, ce qui est assez exceptionnel. Et on a des scores qui sont très intéressants, avec un score de sûreté du dividende de 16 et un score de croissance de 13. Donc voilà, c'est très positif pour moi sur ASML, sachant que eux, ils la considèrent à un prix intéressant à partir de 570, personnellement, je juge qu'à ces niveaux-là, on sera quand même plutôt sous-évalué. Je vous ai mis ça pour ceux qui sont sur le club des investisseurs rationnels. Vous voyez que les grosses entreprises de la tech continuent d'investir en prévision des innovations qu'on pourrait avoir sur l'intelligence artificielle. Donc on a des capex qui augmentent, ça inquiète d'ailleurs un petit peu
les marchés. Mais ces investissements-là, hein, que ce soit en termes de serveurs, aussi parce qu'on anticipe des besoins en termes de cloud qui vont augmenter. Donc tout ça, ça va nécessiter finalement des besoins en termes de semi-conducteurs. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste pour ASML dans le futur. Il y a quand même des risques qui sont à prendre en compte, notamment la menace des États-Unis de sanctions contre certaines entreprises du secteur des semi-conducteurs, hein, qui est un secteur un peu crucial, hein, finalement, même pour le gouvernement des US, et ben la menace de certaines sanctions pour les entreprises qui exporteraient certaines technologies jugées pas dangereuses, mais bon, jugées sensibles, vers la Chine notamment. Donc on a cette pression-là, et on a aussi la pression des stocks, effectivement, avec le Covid. Avec la conjoncture économique actuelle, on a des entreprises qui ont des stocks, donc pour l'instant, comme vous le voyez, c'est pour ça qu'on a un léger ralentissement temporaire là, qui normalement commence à être passé quand même. Donc c'est pour ça qu'on a eu des résultats un petit peu en demi-teinte, mais c'était anticipé par le marché. Donc voilà, pas trop de soucis vis-à-vis de ça. Donc voilà, ASML, vous voyez, on avait atteint la zone des 680, on est même allé plus bas. Et donc, attention, on a quand même une belle divergence du RSI. Et là, ce qui serait sympa, c'est qu'on repasse au-dessus de certains niveaux, notamment sur le RSI, au-dessus de la médiane et au-dessus du support, hein, qui va certainement maintenant faire office de résistance. Donc voilà. Voilà pour ASML. Une autre très belle entreprise pour moi, qui a un système de récompense des actionnaires qui est plutôt sympa, c'est Interparfums, donc Interparfums, qui chaque année réalise une attribution d'actions gratuite, entre guillemets, donc chaque année pour 10 actions détenues. Donc voilà, c'est un système qui est encore plus simple que celui d'Air Liquide, hein, finalement. On n'aura pas Air Liquide dans ce top 10, top 11 en réalité, parce qu'Air Liquide, pour moi, il y a un critère qui n'est pas forcément rempli, c'est celui de la croissance pour l'instant. Donc voilà, puis Air Liquide, on en parle beaucoup, je l'ai en portefeuille, donc je ne vais pas vous remettre Air Liquide. Donc voilà, Interparfums, on en a parlé à plusieurs reprises sur le club des investisseurs rationnels, au niveau de ces zones-là. Et donc vous voyez, là on a eu de très bons résultats la semaine du 22 juillet. Et donc on est reparti à la hausse, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes et de la moyenne mobile 50 périodes en weekly, hein. On a aussi dégommé toutes les résistances pour l'instant. On est arrivé sur une zone plutôt vendeuse, un order block vendeur. Donc voilà, hein, pour Interparfums, je vais vous montrer un petit peu les fondamentaux, mais on a des fondamentaux qui sont excellents. Donc pour moi, Interparfums, c'est une entreprise que je vais garder en portefeuille à long terme. Vous voyez, hein, Gurufocus considère qu'on était dans des zones de sous-évaluation assez importantes. On a une très 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 bonne rentabilité. Attention à la marge du free cash flow. On va aller voir ce qui se passe après en termes de cash. Donc on a une très très bonne rentabilité. Ça fait 10, sur les 10 dernières années, on a 10 années profitables, hein, donc ça c'est un des critères un peu importants. On a un return on equity qui est aux alentours des 20%, ça m'intéresse, et des marges qui sont en progression. Donc moi je suis plutôt confiant sur la rentabilité d'Interparfums. On a une bonne santé financière, on va aller regarder ça tranquillement. Vous voyez qu'on a plus de cash que de dette. En revanche, point de surveillance, on a un cash qui diminue, hein. Et comme vous le savez, en période de crise, il faut avoir du cash. Donc pour la rentabilité des capitaux investis, on a un peu la même configuration qu'ASML, donc c'est plutôt correct. On a une belle politique de dividendes aussi. Attention, on a un payout de 50%, ça commence à être élevé. On a une croissance du revenu, bon effectivement il y a eu 2020. Donc voilà, hein. Donc, pour moi, c'est une très belle entreprise. On avait atteint un PEG qui se rapprochait des 1, donc c'était plutôt intéressant pour moi en termes de valorisation, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a sinon? On peut regarder rapidement le CAPEX. Vous voyez qu'on a un CAPEX quand même assez important, mais pour ce genre d'entreprise, c'est plutôt logique finalement, hein. On aura plus de CAPEX qu'une entreprise de la tech, par exemple. Donc voilà, pour Interparfums, pour moi une très très belle société. Ensuite, on a Schneider Electric.
ça fait un moment que je vous en parle, ça fait un moment que je vous avais dit, attention, Schneider, alors pour être transparent avec vous, Schneider je l'ai en portefeuille, je ne l'ai pas vendu, contrairement à Amundi, BNP, etc., qui avaient un peu la même configuration. Ça fait un moment que je vous dis, Schneider, attention, on arrive sur une zone qui va être plutôt vendeuse. Ça a duré un moment, hein. Il y en a qui m'ont pas cru, qui m'ont dit mais non, regarde, ça arrête pas de monter, ça arrête pas de monter. Donc ça a duré combien 2, 3, 4 mois. Et puis là, on a eu une belle correction sur Schneider. Alors personnellement, j'ai une grosse position, je crois que ça doit être la deuxième position de mon PEA. Donc personnellement, j'attends des niveaux un peu plus bas, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas d'intérêt à recharger. Donc effectivement, par contre, si on arrivait plus bas, je viendrais à recharger, sachant que j'ai commencé à utiliser quand même un petit peu mon cash là sur la correction qu'on a eue. Donc je crois que je dois être à 19% de cash là, à peu près. J'ai encore pas mal de cash. Donc Schneider Electric, je vous l'ai déjà analysé à plusieurs reprises. Ce qui m'intéresse, c'est notamment son exposition. Alors, pourquoi zone bourse? Hop. Ce qui m'intéresse, c'est notamment son exposition à l'international et aux États-Unis, ce qui lui permet quand même globalement de surperformer le CAC 40. Donc, pour moi, c'est une très très belle société. Je vous montre ça rapidement. C'est vrai qu'on n'a plus les petits graphiques là sur Zone Bourse, c'est dommage. On avait les petits graphiques de la répartition géographique, etc. etc. Donc c'était plutôt intéressant. Et vous voyez que on a les États-Unis hein, qui prennent une place de plus en plus importante. On a toujours de l'Europe, on a de l'Asie aussi, on a un petit peu de Chine, etc. etc. Donc pour moi c'est assez intéressant hein, sur Schneider, mais je trouve qu'elle est encore un petit peu sur des niveaux de valorisation. Alors, SU, est-ce qu'il va la trouver comme ça? Alors, on va mettre X par, donc ça c'est pour la cotation parisienne. Ok, voilà. Alors, en termes de valo, vous voyez, bon, Green Focus la considère comme étant surévalué, mais au-delà de ça, on a un PEG qui est toujours supérieur à 2. Donc pour moi, c'est encore un petit peu élevé. Euh, avec des perspectives de croissance qui sont aux alentours des 10% en moyenne entre le BPA et le revenu. Donc voilà. Donc voilà pour Schneider, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ensuite, on a GTT, je vous en parle beaucoup aussi, donc je vais aller lentement. Donc GTT, on avait une belle zone potentiellement de recharge là. Moi là, pour l'instant, j'attends une résolution du triangle entre le support que je vais remettre, hop, en vert, le support en vert et la résistance là en rouge. Donc j'aimerais bien une résolution positive, et même si elle était positive, et ben dans ce cas-là, je serais peut-être amené à recharger. On a eu des nouvelles commandes pour GTT, donc GTT, c'est dans tout ce qui va être transport du GNL notamment, la conception de cuves pour des méthaniers. Pour moi, le GNL, c'est quand même assez porteur en termes d'énergie. Donc voilà. Il y a aussi des points d'attention avec GTT, notamment sur les commandes. Hein. C'est vraiment le carnet de commandes qui va faire beaucoup. Par contre, si on regarde en termes de dividendes, c'est très positif. On a eu une augmentation du dividende qui est assez impressionnante. Moi, depuis que je suis positionné aux alentours des 100 euros. Et j'ai rechargé. Hein, mais on a une très belle croissance du dividende là. Attendez, il faut que je retrouve. Notamment sur les derniers. Alors, historique du dividende. Voilà, regardez, 2024, ça explose. Je crois que ça augmente de quasi presque 100%. Donc voilà pour GTT. Si vous êtes intéressé pour avoir les données qu'il y a sur Morning, vous avez un lien d'affiliation dans la description. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser si ça vous intéresse. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Donc GTT, je la fais aussi rapidement parce que je veux pas vous blinder avec tout ça, on l'a déjà beaucoup vu. Ensuite, on a Essilor. Alors, Essilor, je dis pas que je l'achèterai maintenant. Hein, de toute façon, je fais pas de conseils en investissement sur cette chaîne. Je dis pas que je l'achèterai maintenant, Essilor, parce que pour moi, on est sur une zone un peu pilier, un peu pivot. Mais à l'approche de la moyenne mobile de 100 périodes, pourquoi pas, ou à l'approche du support, vous voyez en jaune. Donc Essilor, on est sur tout ce qui va être
les verres, tout ce qui va être l'optique, hein. Très belle société française. Hop, pour ceux qui sont dans la région parisienne, ils ont notamment des usines à Créteil, notamment, voilà. Une très très belle société. Donc, si vous voyez des couettes, c'est normal. J'ai récupéré un bébé qui pleure. Donc, si on regarde la rentabilité, on est sur une bonne rentabilité. Alors, c'est sûr que ce ne sera pas aussi exceptionnel que des entreprises qui sont en pleine croissance, comme du GTT, du ASML, etc., etc. Mais on est quand même sur une belle rentabilité. On est à l'heure actuelle un petit peu surévalué selon moi. On a un PEG de 3,8. Par contre, on a un revenu qui a une très belle croissance. Attention à la situation en termes de cash to debt. Depuis le Covid, ça s'est pas mal dégradé, hein. Et puis on essaye là de repartir un petit peu à la hausse. C'est pareil. Attention, en termes de rentabilité des capitaux investis, j'attends un petit peu mieux finalement vis-à-vis de ces données-là. Donc voilà. Après, c'est plus une action de fonds de portefeuille, mais il en faut, il en faut. On a une belle politique aussi de dividendes, hein. Globalement, si on regarde ça, hop, 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 hop. Alors, fermé, et puis on va regarder Essilor. Essilor. Alors, allez, la sûreté du dividende est de 15. Pour l'instant, c'est la plus grosse sûreté qu'on ait vue. On a une croissance quand même de 16% du dividende par an sur les 5 dernières années. Donc c'est plutôt positif, hein. Vous voyez, là on a une belle croissance. Bon, effectivement, on a eu le Covid, mais on a une belle croissance du dividende. Et vous voyez, il la considère aussi comme étant un petit peu surévaluée pour l'instant sur Morning. Ensuite, on passe à une action suisse dont je n'ai pas encore forcément parlé sur la chaîne, que je surveille, c'est ABB. Donc ABB, on est sur une entreprise qui est dans la robotisation, dans l'industrialisation. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la société, hein, vous voyez, qui figure parmi les leaders mondiaux de la conception de biens d'équipement industriels. Donc, globalement, on est sur de la robotisation, produits et systèmes de transmission et de distribution électrique. Ouais, t'es d'accord? À 67% du chiffre d'affaires et système d'automatisation à hauteur de 30% du chiffre d'affaires. Donc voilà, globalement, pour ABB, on est sur une société qui est majoritairement présente en Europe, aux États-Unis et puis dans une moindre mesure en Asie, avec notamment la Chine. Je pense que si on cumule les deux, finalement, ils sont plus présents en Asie qu'aux États-Unis. Alors pour moi, évidemment, l'automatisation, la robotisation et tout ce qui va être lié finalement à l'amélioration de la productivité, c'est toujours des sujets qui sont d'actualité. Et vous voyez qu'on avait eu une belle correction là pendant le flash crash qu'on a eu. On avait atteint un order block acheteur. Donc personnellement, j'attends un petit peu pour me positionner. C'est pas évident sur ce genre d'entreprises qui sont très prisées par le marché. Mais vous voyez qu'on a quand même un PEG qui n'est pas si élevé que ça, qui est à hauteur de 1,5. Donc, c'est pas non plus énorme. Après, il faut voir qu'en termes de croissance, il y a quand même un petit ralentissement. On est plutôt sur du 5% par an. Donc voilà, c'est lié évidemment à la conjoncture. L'argent coûte plus cher. C'est plus cher d'emprunter de l'argent. On investit moins, etc., etc. Ensuite, on a Capgemini, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, que j'ai pu en portefeuille, que j'ai revendu aux alentours des 200 euros. Et puis j'attends des zones un petit peu plus attrayantes, même si on commence, on va aller voir ça, hein, je ne vous refais pas toute l'analyse pour Capgemini, mais même si on commence à retrouver des zones de valorisation un petit peu plus raisonnables. Vous voyez, hein, on commence à retourner sur des zones de valo un petit peu plus sympathiques avec un PEG de 1,19. Donc ça commence à être intéressant pour Capgemini, selon moi, hein. Évidemment, je ne vous refais pas toute l'analyse de Capgemini. On a son concurrent Alten. Vous avez aussi Accenture dans ce secteur d'activité-là. Accenture qui est aussi une très très belle société.
Donc voilà. Autre entreprise que je surveille très 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 attentivement, c'est Ferrari. Ferrari, vous voyez qu'on a même pas, enfin quasiment même pas été impacté par le flash crash qu'on a eu. Extrêmement solide, Ferrari. Je vous en parle depuis un moment. Si on compare sa performance aux autres entreprises du luxe, elle surperforme même Hermès. Donc voilà, Ferrari qui a besoin de vendre, je crois, il me semble que 10 000 unités pour être rentable. Donc c'est c'est une très très belle société. Ensuite, on a Hermès. Hermès qui est en train de corriger. Et ouais. T'en penses quoi, toi, d'Hermès? T'aimes bien? Donc voilà. Qui est en train de corriger. On reste en tendance baissière. J'attends personnellement une cassure de la traîne baissière. Donc on aura certainement une résolution de ce triangle avec le support en vert et la résistance en rouge. Hermès, je ne vais pas vous la refaire non plus. Très 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 belle société. Très 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 belle société. Voilà. On a fait Interparfums, on a fait Schneider. On va faire maintenant L'Oréal. L'Oréal qui a des résultats qui sont très bons aussi. Vous voyez qu'on arrive sur une petite zone qui commence à être intéressante. Alors en termes de valo, c'est un peu mitigé sur L'Oréal. L'Oréal qui est très bien noté aussi en termes de fondamentaux. Vous voyez qu'on a une excellente rentabilité, hein, on est même au-dessus de 20% sur le return on equity, on est sur du 22%. Sur les 10 dernières années, on est profitable. On est sur une rentabilité qui progresse, donc c'est plutôt positif. En revanche, en termes de valorisation, on reste un petit peu élevé sur L'Oréal. On surveillera la situation du cash to debt. Hein. Vous voyez qu'on a moins de cash que de... On a moins de cash que de dette, pardon. Donc voilà, c'est à surveiller. Très bonne rentabilité des capitaux investis. Un métronome en termes de dividendes. Donc ça, c'est beau. Avec un dividende, on est sur un payout à 54%. Ça commence à être un petit peu élevé selon moi. Mais ça, c'est une très belle société qui investit. Vous voyez qu'en termes de CAPEX, on est pas énorme. On est à 20% de CAPEX par rapport... Enfin, ce qui part en CAPEX par rapport au free cash flow. Donc, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, L'Oréal, elle est en train de reprendre des parts dans une société... un laboratoire de dermatologie. Donc vous voyez, c'est une entreprise qui investit, qui fait de la recherche, qui fait du développement, etc. etc. Donc L'Oréal, pour moi, très belle société à surveiller. Voilà, à surveiller avec une valo qui a souvent été élevée dans son histoire et qui reste un petit peu élevée à l'heure actuelle. Ensuite, après L'Oréal, on passe à 2 ETF. Donc ça va peut-être vous surprendre un petit peu. On passe à 2 ETF. Des ETF... Alors, des ETF en levier x2. Donc, je vous rappelle que je ne fais pas de conseil en investissement. Mais personnellement, j'ai pris position sur 2 ETF levier x2. Donc ça reste des ETF... ça reste raisonnable en termes de levier. Un ETF sur le Nasdaq et un ETF sur le S&P 500. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est des ETF qui sont disponibles sur PEA. On a un ETF Nasdaq, le ticker c'est LQQ, et l'ETF S&P 500 c'est CL2. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Si on regarde la performance globale, en gros... et ben par exemple là si vous aviez acheté je sais pas allez sur la grosse baisse qu'on a eue en 2021-2022, si vous aviez acheté donc à 400 € et que vous aviez vendu un petit peu plus haut, vous auriez fait un petit peu plus de x2. Donc en gros je vais vraiment comment dire, je vais vraiment simplifier, mais en gros que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça multiplie par 2 la performance de l'indice. Donc pareil, hein, sur les baisses sont x2 aussi. Mais à long terme, pour moi, c'est haussier. Hein, vous voyez, donc là, si on prend depuis les années 2000, vous voyez que ça n'a pas cessé de monter. Bon, effectivement, il y a des corrections. C'est d'ailleurs peut-être intéressant d'essayer de se placer sur des points plutôt bas plutôt que des points hauts. Vous voyez, là, on avait une divergence
baissière du RSI, donc c'est des choses qui sont à surveiller. On en parle beaucoup sur le club des investisseurs rationnels. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux ETF. J'ai hésité à en parler sur la chaîne parce que c'est quand même du levier. Je vous conseille pas du tout, il n'y a aucun conseil, je vous conseille pas forcément d'en acheter ou quoi, mais personnellement, c'est des ETF que j'ai rajoutés à ma stratégie pour essayer d'améliorer un petit peu ma performance. Donc voilà pour ces deux ETF. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.